Philibert Vrault, le spectacle, revient dans la région. Bonjour Lucas Gaspard. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes acteur, chanteur, et puis on va voir aussi que vous êtes, que vous suivez, que vous connaissez très bien ce sujet de Philibert Vrault. Mais d'abord, vous serez au Colisée de Roubaix avec vos confrères le mercredi 13 mai. La salle propose plus de 1600 places. Est-ce qu'il en reste ? Évidemment qu'il en reste pour tous ceux qui veulent venir. Comment on fait pour les trouver, pour choisir, pour acheter nos places ? Alors tout simplement, il suffit de se rendre soit sur le site du Colisée, ou alors sur notre site Philibert Vrault le spectacle, et tout sera indiqué dessus. Et alors pourquoi est-ce qu'on irait voir Philibert Vrault le spectacle ? Ah, tant de questions qu'on se pose. Tout d'abord, pour le divertissement. Si vous avez un moment à passer, où vous voulez découvrir une histoire magnifique, un message touchant, mais à la fois une exécution somme toute magistrale, on pourrait dire, de notre équipe, avec plus de 60 personnes sur scène, 130 personnes dans notre association, un orchestre d'une qualité, on pourrait dire, professionnelle, bien que nous soyons tous bénévoles. C'est, je pense, un certain nombre d'arguments. Quand vous dites bien que nous soyons tous bénévoles, le nous, ce sont des étudiants et des jeunes pros, hein ? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui les unit ? Qu'est-ce qui vous unit ? Qu'est-ce qui fait que vous passez du temps, de l'énergie bénévolement justement pour ce spectacle ? Ce qui nous unit, c'est à la fois en fait la volonté de propager cette histoire de Philibert, ce saint de Lille, avec évidemment aussi Camille Ferron-Vrault, surnommé les deux frères. Mais en fait, vraiment tout ce message d'espérance, cette volonté de propager ce message d'amour, tout évidemment en fait en continuant à passer un bon moment, à s'amuser. C'est un peu une famille qui s'est créée en fait avec ce spectacle. Alors Philibert Vrault et Camille Ferron-Vrault, hein, on les connaît, Philibert le père, hein, en quelque sorte du catholicisme social. D'ailleurs, au cœur d'un podcast à écouter sur RCF Hauts-de-France, ça s'appelle Le discret bâtisseur de Dieu. Mais dites-nous pourquoi cet homme nous intéresserait aujourd'hui. On est en 2026, l'histoire est tellement vieille. Ah, ça paraît si loin, mais c'est en même temps si proche. En effet, Philibert, Camille, leurs œuvres peuvent certes paraître anciennes, mais en fait s'inscrivent complètement dans le renouveau de l'Église. Ce sont deux laïcs, un consacré, un père de famille, qui en fait se rapprochent des nouveaux enjeux de l'Église, déjà à leur époque, avec la promotion du catholicisme social à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qu'on voit encore aujourd'hui avec le renouveau sur la synodalité, les mises en valeur de ceux, entre guillemets, en marge de l'Église, de tous ceux qui, chacun à leur manière, en fait, font rayonner le Christ. Là, c'est pour celles et ceux que les sujets d'Église intéressent. Mais si on parle parce qu'on vient de parler de patron, d'industriel, quelle était l'ampleur de l'aura de Philibert Vrault ? Est-ce qu'il était réellement un grand patron comme on l'entend ? Mais évidemment. Alors, à l'arrivée de Philibert à la tête de Vrault et compagnie, ils sont à peine 60 dans l'entreprise, et en fait, en à peine 40 ans, Philibert et Camille deviennent grands patrons à la tête de plusieurs centaines, plus de 1300 employés à la fin du 19e siècle. En fait, leur entreprise devient parmi une des plus grandes de l'île, non seulement par leurs actes, plusieurs millions de bobines de fil vendues par an. Bobines de fil, parce qu'il en reste des traces, c'était le fameux fil chinois. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, propriété de tout le monde, si je ne dis pas bêtise. Donc on voit en fait encore que leur œuvre continue à perdurer, non seulement leur œuvre industrielle, mais aussi en fait leur message encore à travers l'université catholique, ou même tout simplement notre spectacle. C'est ça, vous parlez de l'université catholique, on pourrait parler aussi de la cathédrale, de certains presbytères, tout l'argent que Philibert Vrault engrangeait, il le redonnait à l'Église. Comment ça fonctionnait ? Alors, en fait, Philibert, lui, décide de vivre dans la plus grande simplicité, presque comme ermite, c'est-à-dire il décide de ne jamais être cité dans ses œuvres, d'uniquement, en fait, de ne même pas être payé. On apprend à la fin de sa vie, en fait, qu'il se versait moins qu'un ouvrier lambda. La seule photo qu'on a de lui, il est assez austère, et il aurait même dit ou écrit qu'il ne voulait pas qu'on parle de lui plus tard. Alors pourquoi en parlez-vous ? Ah justement, c'est un peu l'élément central de tout son procès, l'humilité, cet humble serviteur de la nuit comme du jour, selon les mots de Monseigneur Bonnard. C'est un individu qui en fait a peu écrit, mais qui a beaucoup fait. C'est vraiment ce qu'on peut retenir de lui, tout comme Camille. Camille qui disait justement, la seule valeur que je vois à l'argent, c'est de pouvoir le distribuer. En fait, on peut vraiment se rendre compte par l'heure de personnes, et c'est ce qu'on essaie de transmettre dans le spectacle, en fait, des valeurs d'espérance, de partage, d'amour. Alors justement, on va y revenir à ce spectacle qui a été donné avec succès au centenaire des EDC à Lyon, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui fêtaient ses 100 ans. D'ailleurs, les EDC qui peut-être doivent aussi beaucoup à Philibert Vrault ou pas, mais
il a fait peau neuve aussi ce spectacle, dans la mesure où, si certains l'ont déjà vu quand il a été lancé ici dans la région, eh bien, par exemple, il y a un nouveau personnage. Alors, c'est pas tout à fait un anti-héros, dites-nous. Alors, ces nouveaux personnages, il y en a plusieurs. Celui que j'incarne. Mais vous incarnez Henri Frégnac. C'est ça, tout à fait. On pourrait le rapprocher un peu du personnage de Javert dans Les Misérables. Pour ceux qui ont un peu lu l'ouvrage, Victor Hugo a notamment été très inspiré en 1851 lors de sa venue à Lille, en fait, des conditions de vie des ouvriers. Et en fait, on peut retrouver dans ce personnage-là, donc d'Henri Frégnac, des traits de plusieurs autres personnages dans d'autres œuvres littéraires, même de Zola, etc., qui en fait est un industriel qui œuvre pour lui, qui est un peu brisé par la vie, qui décide de ne considérer les autres hommes que comme une manne financière, mais qui, par la rencontre avec Philibert et Camille, en fait, parvient à changer. Peut-être, on ne sait pas comment. Ce sera à vous de le découvrir. C'est un peu chaque spectateur qui peut s'identifier et puis voilà. qui est appelé à chanter. Je crois que vous chantez parce que, il faut le souligner, c'est un spectacle aussi musical, avec des musiques originales, ce qui est assez rare. 23 musiques originales. Vous chantez, hein? Évidemment, oui. Ouais, évidemment. Vous chantez Mon rêve maudit, on en écoute un extrait. Moi, j'ai construit un empire forgé dans l'industrie. J'ai voulu posséder, me voilà blessé, il me tourne. Qu'est-ce que ça nous apporte, ces musiques originales? Qu'est-ce qu'elles apportent au spectacle? Elles apportent à la fois une dimension artistique neuve, c'est-à-dire que quand on vient voir notre spectacle, quand on vient voir Philibert Vraud, c'est pas uniquement pour se dire « Oh, on vient soutenir une petite œuvre locale », mais en fait, à la fois, on soutient cette œuvre, faut pas l'oublier, mais en fait, on va également voir un vrai spectacle. Pour ça, on invite toutes les personnes qui n'ont pas pu venir le voir la première fois à vraiment se précipiter sur les places qui restent, et à tous ceux qui sont déjà venus à venir le revoir. En fait, le spectacle a fait peau neuve, on a des nouvelles musiques, des nouvelles chansons, encore plus de personnes dans la troupe, des nouveaux décors, et en fait, ça peut vraiment être un excellent moment. C'est un excellent moment, enfin, de tous les retours qu'on a eu, des centaines, des milliers de retours qu'on a eu. Alors, plus d'infos sur Philibert Vraud, le spectacle. On tape ça dans un moteur de recherche, on tombe directement sur la page. Ou alors, on peut aller directement sur la page du Colisée de Roubaix. 130 bénévoles, déjà des milliers de spectateurs, d'autres qui vont continuer de venir. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde. Est-ce que j'y vais en famille? Est-ce que des enfants, je les emmène pas? Vous pouvez emmener qui vous voulez, que ce soit du petit enfant jusqu'à vos grands-parents. Le spectacle s'adresse à tout le monde. Tous les profils, que vous soyez catholique ou non, chrétien ou non, quelle que soit votre origine sociale. Vraiment, c'est un spectacle qui s'adresse à tous les publics, à toutes les tranches d'âge. Et c'est pour ça aussi notamment qu'on essaie de s'adapter à la fois dans notre art et dans notre organisation pour s'adapter à tous les publics. Tout à l'heure, on a dit le saint de Lille assez rapidement, mais il n'est pas saint. Est-ce qu'il va l'être un jour? Où est-ce qu'on en est? Ah, c'est la grande question que tout le monde se pose. Le procès avance. Pour l'instant... le procès en béatification. En béatification, tout à fait. De Philibert et de Camille avance. Le Saint-Siège est encore en traitement du dossier. On doit encore travailler pour envoyer tout ça. Et on espère que ça avancera le plus vite possible. Mais qu'est-ce qu'un patron qui parfois a pu être un peu véhicule cette image paternaliste de la fin du XXe, qu'est-ce qu'il aurait à nous apprendre aujourd'hui s'il était saint? Alors ça, c'est justement la grande question, notamment qu'on se pose depuis le milieu du XXe siècle. En fait, Philibert et Camille, là où ils œuvrent vraiment, c'est que on peut avoir cette image paternaliste d'eux, mais en fait, qui s'engagent vraiment au service de l'autre, que ce soit par leurs grandes œuvres, par leurs petites œuvres du quotidien, etc. En fait, c'est à la fois un message d'humilité, de charité, de bonté, d'espérance, qui en fait, à chacun peut s'identifier à eux. Il paraissait austère tout de même, et puis assez strict. C'est quand même lui qui avait venir des religieuses dans l'entreprise pour pouvoir, pas surveiller, mais offrir une présence d'église au plus près. Il y a des petites choses comme ça où on se dit, il y avait tout de même ce paternalisme qui existait. Évidemment, mais quand on se plonge vraiment dans la personnalité des personnes, il y a une différence entre ce qu'on peut avoir d'eux comme image et ce qu'ils sont réellement. On le voit dans les lettres, notamment de Philibert Vraud avec le chanoine Van Drival, lorsqu'ils font leur grand tour de France pour rencontrer des gens de tous horizons, pour en fait les rallier à leur cause. Ils sont très drôles, il y a une vraie complicité, et en fait, il y a une différence entre l'image que Philibert, que les gens pouvaient avoir de lui, du saint concrètement, pour ça après sa mort, en fait, il y a une vraie dévotion qui se crée autour de lui, et de la personne qu'il est. Il est cette personne très humble, serviteur du jour et de la nuit, mais il est aussi quelqu'un en fait de joyeux. C'est pas un moine dans sa cellule, c'est vraiment quelqu'un qui vit
pour le monde et pour le Christ. Lucas Gaspard, si on vous écoute et on se dit mais cet acteur-chanteur, pourquoi est-ce qu'il nous parle dans le détail de Philibert Brault? C'est que c'est votre travail finalement. Vous êtes étudiant, mais vous, vous consacrez du temps aussi à Philibert Brault, à Camille Ferron-Vrault. Vous êtes aussi membre de la commission dans le diocèse qui suit le dossier. Pourquoi vous faites ça? Alors à la base, moi mes recherches portaient en fait sur la période du Second Empire à Lille, les questions ouvrières, et de fil en aiguille, en fait avec l'engagement dans le spectacle, je me suis pris d'amour en fait concrètement pour la cause de Philibert et de Camille, et en fait on m'a demandé de travailler un peu par-ci par-là, etc. Et de fil en aiguille, me suis retrouvé à travailler un peu pour ça, et j'espère de plus en plus. Mais est-ce que ça veut dire que vos écrits vont servir la cause ? Nos écrits, normalement tous ceux de la commission, etc., au sein de laquelle je suis, c'est l'œuvre de tout le diocèse, c'est une œuvre commune. Alors j'espère normalement que mes écrits, oui, seront utilisés, ceux de la fin de mon master, peut-être de ma thèse aussi, je l'espère. Alors ce que vous nous dites, c'est qu'il ne sent pas seulement la poussière, mais il est actuel. Et alors il y a dans l'Église notamment une mode qui revient autour de la doctrine sociale de l'Église que l'on redécouvre alors qu'elle date de Rerum Novarum 1891. Philibert Brault était déjà passé par là avant. C'est Léon XIII qui a publié ce texte. Quel est le rapport entre les deux, entre Philibert Brault et la doctrine sociale de l'Église ? En fait, Philibert Brault et Camille Ferron-Vrault sont vraiment pionniers dans cette doctrine sociale. Quand on lit Rerum Novarum, tous les écrits de la fin du 19e qui en fait se rapportent à ça, sur les relations entre patrons, ouvriers, la manière d'appliquer, en fait on se rend compte que Philibert et Camille ont appliqué ça 40-50 ans avant. Ça se voit à partir de 1856-1857, la fondation de la corporation Saint-Nicolas, de tous les patrons chrétiens en fait de l'île. On a en fait... quasiment 100 ans avant la création de la sécurité sociale en France, etc., des systèmes similaires de retraite, d'aide aux personnes handicapées, aux plus démunis, tout simplement, même aussi les personnes, les sourds-muets, qui sont des personnes un peu ostracisées en fait dans le 19e siècle, une prise en charge complète, sans aucune demande de la part de l'État, par en fait Philibert et Camille. Il y a vraiment une volonté de se tourner vers le prochain, qui vient d'eux-mêmes en fait, de par en fait leur parcours philosophique, de leur parcours de foi, et notamment avec tout leur voyage en Italie, quand ils rencontrent le Saint-Père à plusieurs reprises pour la bénédiction de diversité, mais aussi en fait pour leur apporter du soutien dans leur œuvre. On ne peut nier en fait que ce mouvement qui se fait aussi notamment avec Léon Harmel, qui lui aussi est en procès de béatification, qu'en fait il y a vraiment un renouveau en France à cette époque-là, dont Philibert et Camille sont au moins les têtes de file. Avec aussi la limitation de la durée du temps de travail, ça aussi c'était une nouveauté. Le procès en béatification des deux, Camille Ferron-Vrault et Philibert Brault, a été ouvert en 1912, je crois, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on le redécouvre ? Alors évidemment, nous dans le Nord, on a une histoire un peu mouvementée entre 1912 et 1950, comme deux guerres mondiales qui en fait... mettent un peu à mal à la fois l'Église, mais en fait généralement toute la vie dans le Nord. C'est le genre de choses, la foi se développe, mais la guerre en fait... honnêtement, il y a beaucoup de personnes en fait qui étaient proches de Philibert et de Camille qui décèdent au moment de la Première Guerre mondiale. Donc forcément, c'est un peu compliqué. On a vraiment un grand sursaut dans les années 20, les années 30. L'ouverture du procès diocésain a mis quand même une quinzaine d'années. Et c'est vraiment à partir de 1922 que ça commence à partir. On a l'hôpital Saint-Philibert en 1927, qui est nommé en hommage à Philibert Brault, la maison des frères Camiliens, la maison Saint-Camille, etc. Et le métro, du coup, Saint-Philibert, c'est aussi un lien... Voilà, Philibert est partout à Lille. Un grand patron du Nord qui nous écoute, est-ce qu'il peut s'y retrouver ? Est-ce qu'il peut sentir une fibre historique ? Évidemment, à la fois une fibre historique, une fibre personnelle également aussi, c'est pour ça qu'on fait ça. Et notre spectacle s'adresse à tout le monde, à tous, à toutes, qu'ils soient patrons. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes tous bénévoles. Alors on l'a compris, les places pour le 13 mai, le spectacle au Colisée de Roubaix, elles se trouvent sur le site du Colisée ou sur le site du spectacle Philibert Brault. Mais si je veux aider, je me dis tiens, mais j'ai envie de financer un peu, donner un coup d'accélérateur ou de soutenir ce projet, est-ce qu'il est possible et comment ? Alors nous on est ouvert au mécénat, tout est sur notre site, etc. Et sinon il faut savoir en fait que au niveau tout simplement du prix des places, tout l'argent en fait qui est récolté par la vente des places est réinvesti dans le spectacle. Nos musiques sont faites par Richard Liégeois, compositeur. On essaie de rémunérer quand même à hauteur de son travail. On veut également enregistrer les musiques du spectacle. Et c'est pour ça en fait qu'on s'adresse à plusieurs tranches de prix, toujours adaptées, réduites, le plus possible. Même dans le Pass Culture, si jamais vous avez des enfants qui veulent venir, en fait, toutes ces places-là s'adressent
à tous les grands publics et pouvoir en fait être réinvesti dans le spectacle et pour la cause. La suite, après le 13 mai, il va où ce spectacle? Il est en sourdine, il attend de partir, vous faites quoi? On attend les demandes, savoir où on veut jouer, c'est là où on demande de jouer. Pour l'instant, on n'en dira pas plus. C'est encore en réflexion, en travail, mais on vous tiendra au courant des futures représentations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous parler, nous présenter ce spectacle qui, je le rappelle, a fait peau neuve par rapport à la dernière fois. Il y a la structure qui reste la même, mais de nouveaux personnages sont arrivés. Donc si on l'a déjà vu, on peut le revoir, c'est ce qu'on peut dire. On peut le revoir, il faut le revoir. Il faut le revoir. Lucas Gaspard, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Vous êtes non seulement Henri Frégnac dans le spectacle, mais vous êtes également membre de la commission diocésaine qui suit donc ce procès en béatification. L'entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.